On subit la canicule dans cette ville pourrie. L'air est chaud et humide. Drôle de soirée. Je suis allé chez un client et je l'ai retrouvé mort. Au même moment, les flics débarquent. Je le sens dans mes tripes. Quelqu'un en a après moi. Pourquoi ? Tout ce stress et cette agitation me ramènent à mes vieux démons. Cette affaire me rappelle un vieux comics. Comme quoi, les coups montés sont intemporels. Sin City Hard Goodbye a été écrit et dessiné par Frank Miller en 1991, 91 pour les Français, et raconte l'histoire de Marv, un loser dans une ville de merde, c'est comme ça qu'il se qualifie. Un soir, Marv est abordé par une femme qu'il qualifie d'ange tombé du ciel. Elle s'appelle Goldie, et celle-ci était bien décidée à vouloir lui faire vivre la plus belle nuit de sa vie. Il ne se pose aucune question, pourtant la plupart des femmes le trouvent repoussant. Il finit par la ramener dans une chambre pour passer la nuit la plus torride de sa vie. C'est un réveil froid qui attend Marv. Froid comme le corps de Goldie. En effet, celle-ci est morte. Pas de sang, pas de marque sur son cou, pas de traces d'effraction. Tout semble pointer vers une crise cardiaque. Et pourtant, Marv sent dans ses tripes que c'est un meurtre. Il comprend alors qu'elle ne cherchait qu'une protection, mais étant beaucoup trop saoul, Marv n'a pas pu assurer son rôle. Ce qui confirme la théorie du meurtre, c'est qu'après quelques minutes de réflexion sur les causes de la mort de Goldie, la police débarque. FBI, open up!
C'est à ce moment que nous sommes témoins de toute la force et des compétences de Marv. C'est un ancien militaire. Enfin, ce n'est pas dit explicitement dans le scénario, mais le sujet est parfois abordé. Après avoir échappé aux flics, notre fugitif se rend chez son contrôleur judiciaire afin de soigner ses blessures et d'avaler quelques cachetons pour atténuer la douleur. Oui, parce que Lucille, sa contrôleuse judiciaire, connaît bien Marv, et la femme de cette dernière était sa psy qui lui fournissait les cachets. Ensuite, un saut chez maman pour retrouver Gladys, son arme fétiche. Puis, direction les bas-fonds de Sin City, afin de faire un peu de bruit et de délier quelques langues, histoire de savoir qui est derrière ce coup monté. Après tout ce remue-ménage, Marv parvient enfin à faire cracher un nom et une adresse. Cependant, le nom qui en ressort lui glace le sang. C'est quelqu'un de haut placé, tellement haut placé qu'il ne veut pas y croire. Il s'appelle Rourke. Il finit par aller à l'adresse qu'on lui a donnée. C'est une ferme. Alors qu'il cherche des indices, il se fait assommer et se réveille dans une cellule au sein même de la ferme. Marv est enfermé avec sa contrôleuse juridique. Celle-ci est complètement traumatisée. L'homme qui a assommé Marv est un cannibale qui mange principalement des femmes. Cet homme a même mangé la main de Lucille. Elle s'est retrouvée dans cette cellule parce qu'elle enquêtait elle aussi sur la mort de Goldie. Une limousine vient chercher le psychopathe et Marv entend un nom. Kevin. Marv et Lucille parviennent à s'échapper de la cellule, mais peu de temps après, des flics sont envoyés pour tuer Marv. Lucille meurt. Notre Malabar, quant à lui, élimine tout le monde et termine par le chef de la bande qu'il cuisine jusqu'à avoir un nom. Encore une fois, le nom qui ressort est Rourke. Cette fois, plus de doute possible. Rourke est l'homme qui dirige Sin City. Sa famille tient la ville depuis sa création. C'est un cardinal, héros de guerre, philanthrope, éducateur. Marv est décidé à lui faire la peau. Alors qu'il est en pleine réflexion, il se fait capturer par une femme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Goldie. C'est la sœur jumelle, Wendy. Wendy cherche à venger la mort de sa sœur, elle est persuadée que Marv est le responsable. Néanmoins, il finit par la convaincre du contraire et ensemble ils décident d'aller s'en prendre à Kevin. Marv finit par assommer Wendy pour terminer le travail seul. Il la dépose ensuite chez une connaissance et fonce direction Rourke. D'après le cardinal, au-delà du simple cannibalisme, Kevin mangeait l'âme de ses femmes et avait des visions, les visions de Dieu. À chaque âme mangée, sa voix se transformait en voix d'ange. Il n'en fallait pas plus à notre vengeur pour exécuter le cardinal. Marv finit par se faire arrêter et juger pour finir dans le couloir de la mort. Wendy se glisse alors dans sa cellule pour lui faire vivre une dernière nuit de rêve avant d'être exécutée sur la chaise électrique. Et c'est ainsi que meurt Marv, dans un mélange de douleur et de satisfaction d'avoir atteint son objectif. Le scénario dans son ensemble n'est pas ce qu'il y a de plus mémorable.
pas autant que Watchmen en tout cas. D'ailleurs, c'est même pas pour son scénario que je vous en parle, mais parce que j'estime que cette œuvre est intemporelle. Néanmoins, avant de vous dire pourquoi elle est intemporelle, il y a quand même quelques qualités scénaristiques dont j'aimerais vous parler. Frank Miller est quand même extrêmement fort quand il s'agit d'amener du background à son personnage et d'immerger le lecteur dans son univers. Oui, ce n'est pas que de la testostérone et du machisme. Concernant Marv, on comprend que c'est un ancien militaire. Enfin, c'est pas dit clairement, mais c'est suggéré par des mots ou encore des éléments. Par exemple, à un moment précis, il fait une analogie. Il sous-entend que ce qu'il est en train de faire est pareil que de faire la guerre. Ensuite, il y a aussi ses compétences. Le mec est capable d'affronter le service d'intervention spéciale de la police à lui tout seul, ce qui témoigne d'un certain entraînement. Tout peut être une arme, y compris ses poings. Il y a également cette scène où il est chez sa mère et où on peut apercevoir un petit avion de l'armée américaine accroché au plafond. Il a aussi des problèmes avec la justice puisqu'il a une contrôleuse judiciaire et d'ailleurs la case prison est vaguement abordée. Il a eu droit à un suivi psychologique, ce qui démontre un certain trauma. D'ailleurs il dit lui-même que sa propre thérapeute a elle-même fini en thérapie en essayant de l'analyser. Voilà. Ajoutez à ça toutes les atrocités que Marv peut commettre, on comprend directement que c'est pas le genre de gars qu'une femme veut présenter à sa mère. D'ailleurs, ça fait ressortir une certaine tristesse derrière ce gros tas de muscles. Ensuite, dans la manière dont Frank Miller écrit les dialogues et les monologues de Marv, on comprend qu'il n'a pas fini l'école, que c'est pas une lumière, quoi, que c'est pas le couteau le plus aiguisé de la cuisine. Voilà, c'est quelqu'un qui est relativement limité dans les mots, mais qui est très intelligent par contre quand il s'agit de combat. Puis, il y a la manière dont l'auteur dessine la ville avec ses mots tout au long de l'histoire. Une ville où il pleut, une ville où les gens bien s'enferment à double tour à la fin de leur journée de travail, ne laissant plus que les violeurs, les mafieux, les malfrats, les psychopathes et les prostituées dans les rues. Cette manière de procéder, c'est-à-dire de tout intégrer dans les dialogues, les monologues ou bien d'apporter des éléments subtils dans les cases, ça vous permet d'apporter subtilement du corps à votre personnage principal, à votre univers, et ça permet de rapprocher le lecteur du personnage puisque le personnage s'exprime comme dans la vie de tous les jours. Ça permet également de comprendre que Sin City n'est pas la ville pour les universitaires ou pour les gens qui veulent faire quelque chose de bien de leur vie. Non, c'est la ville du péché. Ce genre de procédé vous permet également de gagner du temps et de ne pas partir dans tout un tas de scènes flashback. Mais au final, où est l'intemporalité dans tout ça ? Revenons sur la manière dont sont écrits les dialogues. Comme je l'ai dit, ils sont écrits comme nous parlons dans la vie de tous les jours, ce qui fait que le scénario vieillit plus difficilement qu'une histoire qui a été écrite avec un langage plus formel ou plus ancré dans son époque. Ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre a été écrite dans les années 90, 90 pour les Français. À cette époque, les gens faisaient encore attention à leur manière de s'exprimer et de formuler leurs phrases. Là où le choix scénaristique était destiné à faire comprendre que Marv était quelqu'un de peu cultivé, c'est totalement par hasard que ce choix scénaristique participe à faire durer l'œuvre dans le temps. En effet, au jour d'aujourd'hui, nous parlons tous couramment de manière informelle et familière. D'ailleurs, je suis sûr que dans 20 ans, le scénario n'aura toujours pas pris une ride à ce niveau-là. C'est pareil pour le dessin, ça fait 32 ans que Sin City existe, et même en le relisant encore aujourd'hui, graphiquement, c'est toujours une claque. C'est d'ailleurs pour cette raison que je considère que Sin City est une œuvre intemporelle. En effet, quand on parle d'illustration, de logo ou de planche de BD, il y a certaines règles. Notamment une règle d'or qui dit que une illustration, un logo ou une planche de BD doit d'abord fonctionner en noir et blanc avant d'être pensée en couleur. Si elle fonctionne en noir et blanc, alors elle fonctionnera en couleur à coup sûr. On sait tous que les bandes dessinées faites en noir et blanc vieillissent généralement moins vite que les œuvres en couleur. Tout simplement parce que la contrainte de la couleur, c'est qu'elle est limitée par les moyens de son époque. Bien évidemment, la mise en scène fait vieillir une bande dessinée. La manière de séquencer et les angles de vue d'il y a 60 ans n'est pas aussi audacieuse que celle d'aujourd'hui. Même si les bandes dessinées et leur mise en scène d'il y a 60 ans ont conduit à l'audace que la bande dessinée connaît aujourd'hui. Mais pour l'instant, restons sur l'illustration, car cette œuvre a été exclusivement pensée en noir et blanc. Nous avons là une démonstration parfaite de la maîtrise entre jeu d'ombre et de lumière, tant en travail positif qu'en travail négatif, avec un soupçon de minimalisme qui par moments suggère énormément avec peu. Le minimalisme est quelque chose d'artistiquement très intéressant.
Mais il faut savoir le maîtriser parce qu'il peut vous faire gagner énormément de temps en termes de productivité. Et d'ailleurs, dans le monde de la BD, Dieu sait que la productivité, c'est important. Mais c'est pas tout, parce que ça peut aussi amener une certaine forme de modernité dans votre BD, et aussi quelque chose d'extrêmement fort visuellement. La chose la plus impressionnante, c'est le mélange entre le dessin en positif et le dessin en négatif qui rend chaque case parfaitement lisible. Mais qu'est-ce que le dessin en négatif et le dessin en positif? Dessiner en positif est tout simplement dessiner le personnage de manière classique, tout comme dans cette planche où l'on voit Marv marcher les mains dans les poches. A l'inverse, le but du dessin en négatif est de dessiner ce qu'il y a autour du sujet, comme pour dessiner sa silhouette. Prenez par exemple cette scène où Marv saute d'un toit. On distingue la silhouette de Marv et celle du bâtiment, et on peut distinguer parfaitement l'action. Imaginez le temps qu'il a dû gagner sur cette case. Si vous faites un savant mélange des deux techniques, ça donnera quelque chose de très lisible, mais surtout ça donnera aussi lieu à des illustrations de dingue, à des cases de malade. Et pour vous le prouver, je vous laisse observer ma séquence préférée du comics. Cette scène avec la pluie est très intéressante. Elle commence calmement. Puis nous avons des cases où l'on voit quelques gouttes et ensuite une tempête dans laquelle est pris Marv. Pour moi, cela symbolise clairement le calme avant la tempête, et cette tempête de pluie représente une menace qui s'abat sur Marv. Ensuite, cette scène où Marv est seul sous la pluie, submergé par elle avec un angle de vue en plongée, comme s'il était seul face à cette menace et que la menace prenait le dessus sur lui. Après, il y a cette scène où il est face à cette statue géante de Rourke, où la pluie vient s'écraser sur la statue dont les éclaboussures donnent comme un effet de rayonnement, le rendant presque divin vu son statut de cardinal, et tout en bas, vous avez Marv, seul face à tant de puissance. Personnellement, c'est ma scène préférée du comics, déjà pour sa maîtrise de la lisibilité, mais aussi pour ce que la pluie symbolise dans chaque case. Pour moi, c'est juste du génie. Pour résumer, ce qui fait de cette œuvre une œuvre intemporelle, c'est tout d'abord, non intentionnellement, les dialogues. Et oui, parce que c'est leur simplicité qui font leur force. Quand vous faites une bande dessinée, essayez de faire en sorte que votre personnage parle couramment, comme on parle dans la vie de tous les jours. Lorsque vous décidez de formaliser un dialogue, faites en sorte que ça ait du sens, comme par exemple pour un journaliste ou un président ou un personnage bien ancré dans une époque particulière, comme par exemple la Révolution française. Pour le reste, la simplicité sera votre meilleur atout. L'arme la plus redoutable pour rendre une œuvre intemporelle, c'est le dessin en noir et blanc. En effet, le noir et blanc ne peut pas vieillir, puisque c'est la base de toute illustration, de tout logo ou de toute planche de BD. Cela dit, la seule chose qui pourrait éventuellement faire vieillir votre œuvre, c'est sa mise en scène. Dans le cas de Sin City, la mise en scène est tellement audacieuse pour l'époque qu'elle paraît presque en avance sur son temps, exactement comme Watchmen. Et c'est d'ailleurs pour ça que je peux vous dire que j'ai pas l'impression que l'œuvre vieillira un jour. Je pense même qu'elle ne vieillira jamais. Je vous invite à lire le comics pour le constater par vous-même. En ce qui me concerne, je vais plutôt profiter de la soirée pour essayer de rassembler tous les éléments de mon enquête et essayer de la mener à sa conclusion. C'était Christian Bull, et je vous dis à bientôt pour une prochaine enquête.